Avez-vous déjà eu l'impression que la vie moderne est un bruit permanent, qui ne s'arrête jamais? Le téléphone vibre sur la table, l'écran clignote de notifications, et chaque petite pause de la journée est aussitôt remplie par quelque chose, un message, une vidéo courte, une nouvelle exigence déguisée en divertissement. C'est comme si le monde entier avait été conçu pour vous empêcher de respirer, pour ne jamais vous laisser un instant de silence. Et plus vous vous laissez entraîner, plus vous sentez un vide se creuser en vous. Imaginez la scène. Vous vous réveillez déjà fatigué. Vous attrapez votre téléphone avant même de vous lever. Et en quelques secondes, votre esprit est saturé d'images, d'opinions, de gros titres alarmistes. Vous n'avez même pas eu le temps de sentir comment vous allez, et vous réagissez déjà à des stimuli que vous n'avez pas choisis. C'est comme si votre conscience elle-même avait été kidnappée, éclatée en fragments dispersés sur l'écran. Au fond de vous, vous savez que quelque chose cloche, mais vous n'arrivez même plus à trouver les mots pour le dire. Cette routine engendre des symptômes invisibles. Le corps paraît lourd, même après des heures de sommeil. Le cœur s'emballe sans raison, comme si une anxiété sourde s'était installée pour de bon. Les pensées tournent sans cesse, mais au lieu d'apporter de la clarté, elles créent de la confusion, comme une tempête de bruit dissonant. Vous essayez de vous détendre avec plus de stimuli, séries, musique, réseaux sociaux, mais cela ne fait qu'amplifier l'épuisement. Plus vous tentez de fuir, plus vous vous retrouvez prisonnier. Maintenant, visualisez un métro bondé, des dizaines de personnes avec des écouteurs, les yeux fixés sur des écrans lumineux. Personne ne se regarde, personne ne parle, et tous semblent anesthésiés. C'est une chorégraphie collective de la distraction. Chacun croit être connecté, mais en réalité, jamais nous n'avons été aussi éloignés les uns des autres. Le silence humain a été remplacé par un bombardement incessant de bruit, et la véritable solitude se cache derrière une illusion de compagnie numérique. Voilà le paysage de notre époque, une société malade, qui confond mouvement et sens, stimulation et vie. Une société où la précipitation est devenue la norme, où la superficialité est célébrée, et où la stupidité n'est plus l'exception, mais la règle. Et c'est là que surgit la question dérangeante, celle qui tranche comme une lame. La stupidité est-elle déjà devenue le nouveau normal, sans que vous ne l'ayez remarqué? Nous vivons dans une époque où l'aliénation n'est plus une exception, mais un mode de vie collectif. Chaque jour, des milliards de regards se tournent vers des écrans, comme s'ils contenaient la clé de notre existence. Pourtant, derrière cette lumière bleue rassurante se cache une réalité plus sombre. Nous sommes devenus étrangers à nous-mêmes. La société nous a lentement conditionnés à vivre dans un état d'anesthésie, une forme de sommeil éveillé où l'on bouge, où l'on réagit, mais où l'on ne choisit presque plus rien en conscience. Cette anesthésie digitale agit comme une drogue subtile. Elle ne nous frappe pas d'un coup, comme une gifle, mais nous engourdit progressivement. Une vidéo chasse la précédente, une notification en appelle une autre, et nous voilà piégés dans un flux continu qui ne laisse aucun espace à la réflexion. Nous croyons consommer des informations, mais en réalité, c'est eux sont elles qui nous consomment. L'esprit s'habitue à ces bombardements incessants de stimuli, au point de devenir incapable de rester seul avec lui-même, incapable de supporter le silence. Ce phénomène ne touche pas seulement les individus, il modèle la culture entière. Nous vivons dans une société accélérée, obsédée par la vitesse et la performance. Tout doit être instantané. Les réponses, les plaisirs, les succès. L'idée même de patience ou de lenteur paraît aujourd'hui suspecte, presque archaïque. Dans cette course sans fin, nous avons confondu activité et sens, comme si être toujours occupé équivalait à être vivant. Mais derrière cette agitation permanente, il n'y a souvent qu'un vide grandissant, une perte progressive de substance. Regardez autour de vous, les visages dans les rues, dans les cafés, dans les transports. Les gens ne lèvent plus les yeux, ils défilent dans un univers parallèle, les doigts glissant sur des écrans qui leur tiennent lieu de réalité. C'est une scène devenue banale, mais qui illustre à quel point nous avons glissé vers une existence fragmentée. Les conversations authentiques sont remplacées par des échanges rapides, les expériences vécues par des images publiées, les émotions profondes par des réactions automatisées, un like, un commentaire bref, un emoji. Ce glissement entraîne une perte silencieuse de soi. Nous croyons exister à travers ces que nous montrons, mais plus nous nous affichons, plus nous nous éloignons de ces que nous sommes vraiment.
C'est une mascarade collective où chacun porte un masque numérique, façonné par les tendances du moment et la pression sociale. Derrière CE masque, le vrai moi s'étiole, oublié dans les recoins de l'inconscient. Et peu à peu, cette distance entre CE que nous vivons intérieurement et CE que nous présentons extérieurement engendre une fracture douloureuse. Il faut comprendre, cette société malade ne repose pas uniquement sur les écrans, mais sur un mécanisme plus profond. Le système moderne ne veut pas que nous soyons éveillés, il veut que nous soyons distraits, parce qu'un esprit distrait ne questionne pas, il consomme. Un esprit anesthésié n'examine pas sa vie, il se contente d'occuper son temps. Ainsi, la normalisation de la distraction devient un outil de contrôle invisible, bien plus efficace que n'importe quelle chaîne ou censure explicite. Et c'est ici que la stupidité entre en scène. Non pas la stupidité comme manque d'intelligence, mais comme incapacité à voir, à relier, à réfléchir par soi-même. Une stupidité cultivée, encouragée, presque imposée par la culture du flux et du spectacle. Dans un tel environnement, réfléchir trop longtemps devient suspect, poser des questions dérangeantes devient marginal, chercher un sens profond devient inutile. La norme, c'est la superficialité. La norme, c'est l'oubli de soi. Ce diagnostic peut sembler dur, mais il est nécessaire. Nous sommes devenus des passagers d'un train, lancés à toute vitesse, hypnotisés par le paysage qui défile à travers les vitres, sans nous rendre compte que nous avons oublié la destination. La société nous dit que nous sommes libres, connectés, informés. En réalité, nous sommes conditionnés, anesthésiés, et chaque jour un peu plus éloignés de CE qui fait notre humanité profonde. Et c'est cette fracture, CE fossé invisible entre CE que nous croyons être et CE que nous devenons réellement, qui prépare le terrain aux symptômes personnels que chacun de nous commence à ressentir, parfois sans oser les nommer. Si vous vous reconnaissez déjà dans CE tableau, CE n'est pas un hasard, car les symptômes de cette société malade ne sont pas théoriques. Ils s'impriment directement dans votre corps et dans vos habitudes les plus simples. Ils se manifestent dans CES moments banals, où, sans même vous en rendre compte, vous perdez de vue CE que vous êtes. Il y a CE, regard vide, CE, regard perdu dans l'écran, lorsque vous scrollez sans fin, incapable de vous arrêter. Chaque nouveau geste du doigt promet quelque chose. Une surprise, une émotion, une distraction. Mais CE n'est jamais suffisant. Vous continuez, encore et encore, comme si vous cherchiez un trésor qui n'apparaît jamais. Et lorsque vous reposez enfin le téléphone, CE n'est pas de la satisfaction qui reste, mais un étrange vide, une sensation d'avoir gaspillé du temps, d'avoir laissé filer un morceau de vie. Vous l'avez peut-être ressenti aussi le soir, quand la chambre est silencieuse et que vous tentez d'éteindre la lumière. Au lieu de trouver le repos, l'esprit s'agite, saturé de toutes CES images accumulées pendant la journée. Le cœur bat trop vite, le souffle devient court, et dans CE silence qui devrait apaiser, monte une inquiétude sourde, comme si le simple fait d'être seul avec vous-même était insupportable. Vous en venez presque à craindre le silence, préférant rallumer un écran, une musique, n'importe quoi, pour ne pas vous retrouver face à CE vide intérieur. Ces symptômes ne sont pas des signes de faiblesse individuelle. Ils ne disent pas que vous êtes fragile ou incapable. Au contraire, ils sont la preuve que vous êtes humain et que vous vivez dans un environnement qui exploite vos vulnérabilités les plus profondes. Les réseaux, les applications, les contenus sont construits pour capter votre attention, pour retenir votre esprit, pour exploiter votre besoin naturel de lien et de reconnaissance. Ce que vous ressentez n'est pas un échec personnel, mais la conséquence d'un système entier qui a appris à manipuler vos émotions. Il y a aussi cette fatigue permanente, même après une nuit de sommeil. Vous vous réveillez sans énergie, comme si votre esprit n'avait jamais cessé de tourner. Vous cherchez à compenser par du café, par de l'agitation, mais la lassitude revient toujours, et parfois, elle se transforme en irritabilité, en impatience avec les autres, en difficulté à se concentrer. Le corps crie son déséquilibre, mais on vous dit que c'est normal, que c'est la vie moderne. Et puis, il y a cette impression d'être partout et nulle part à la fois. Vous êtes physiquement présent dans une pièce, mais mentalement absent, happé par une notification, une pensée, une inquiétude. Vos proches parlent et vous n'entendez qu'à moitié. Vous regardez le monde,
mais vos yeux traversent les choses comme s'ils glissaient à la surface. C'est une dissociation discrète, mais elle s'installe profondément, vous vole des instants de vie que vous ne retrouverez jamais. Si vous reconnaissez ces signes, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce sont les symptômes d'une époque qui nous pousse à être constamment distraits, constamment ailleurs. Une époque qui transforme la fatigue en mode de vie, l'anxiété en bruit de fond et la fuite de soi en habitude collective. Et vous, avez-vous déjà senti ces vides silencieux après avoir scrollé sans fin? Avez-vous déjà ressenti cette anxiété au cœur du silence, cette impression d'être là, mais absent de vous-même? Écrivez-le dans les commentaires, je veux vraiment lire votre expérience. Pour comprendre vraiment ces symptômes, il faut lever le voile et regarder ces qui se cachent derrière. Car si tant de personnes ressentent les mêmes angoisses, la même fatigue, le même vide, ces n'est pas le fruit du hasard. Ces n'est pas un problème personnel isolé, mais le signe d'un système parfaitement organisé. Nous vivons dans l'ère du marché de l'attention. Votre regard, votre temps, vos émotions sont devenues une monnaie. Chaque seconde passée sur une plateforme vaut de l'or pour ceux qui savent la capter. Les géants du numérique ne vendent pas seulement des services gratuits, ils vendent votre présence. Plus vous restez, plus ils engrangent. Et pour cela, ils déploient des stratégies invisibles, testées, calibrées, pour retenir votre esprit le plus longtemps possible. Les algorithmes sont au cœur de cette mécanique. Contrairement à CE que l'on croit, ils ne vous montrent pas CE qui est le plus utile ou le plus vrai, mais CE qui retient le plus votre attention. Colère, peur, scandale, désir. Voilà les leviers qui font cliquer, qui font rester. Chaque contenu que vous voyez n'est pas un simple hasard, mais le résultat d'un calcul précis qui exploite vos instincts les plus primaires. Il ne s'agit pas de vous informer, mais de vous maintenir captif. À cette logique s'ajoute celle du consumérisme moderne. La société vous pousse à désirer sans cesse davantage. Plus de biens, plus de distractions, plus de reconnaissance. On vous promet que le bonheur est dans le prochain achat, le prochain like, la prochaine expérience. Mais comme une faim jamais rassasiée, cette quête se renouvelle constamment. Le vide que vous ressentez n'est pas un accident. Il est nécessaire pour que vous continuiez à consommer. Une personne comblée, enracinée, consciente, serait dangereuse pour ce modèle économique, car elle ne serait plus un client docile. Tout cela s'inscrit dans une logique plus vaste encore, celle du productivisme. Nous avons été éduqués à croire que notre valeur réside dans notre capacité à produire et à être performants. Même nos moments de repos sont devenus des espaces à optimiser. Nous ne regardons plus un film pour le plaisir, mais pour décompresser efficacement. Nous ne faisons plus une promenade pour respirer, mais pour recharger nos batteries. Même nos loisirs sont colonisés par l'impératif de rendement. Ainsi, la distraction permanente et l'agitation constante ne sont pas seulement tolérées par le système, elles en sont le carburant. CE qu'il faut voir, c'est que CE n'est pas une faute individuelle. Si vous vous perdez dans des heures de scroll, si vous ressentez CE vide, CE n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes exposé à des mécanismes conçus précisément pour cela. C'est un conditionnement collectif. Des milliards de personnes, jour après jour, piégées dans les mêmes réflexes, les mêmes cycles, les mêmes illusions. Le résultat, c'est une société entière qui oublie sa profondeur, qui perd sa capacité d'attention, de concentration, de contemplation. Une société qui vit dans l'instantané, dans la réaction, dans la superficialité. Et plus ces cycles se répètent, plus il devient normal. CE qui hier encore paraissait choquant, devient aujourd'hui banal. Des enfants accros aux écrans, des adultes incapables de passer une soirée sans leur téléphone, des foules entières, hypnotisées par des contenus qui n'ont pas de sens. C'est CE, glissement vers la norme, qui est le plus inquiétant. Car il ne s'agit plus seulement de comportements isolés, mais d'une culture entière, qui valorise la distraction, qui banalise la dépendance, qui érige la stupidité en mode de vie. La société n'est pas seulement malade, elle a trouvé un moyen de rendre sa maladie contagieuse, et c'est là que se trouve le cœur du problème. Nous ne sommes pas face à des choix individuels, mais face à une architecture invisible de contrôle, qui façonne nos désirs, nos pensées, nos comportements. Nous ne sommes pas seulement distraits, nous sommes conditionnés,
Et tant que nous ne voyons pas ce système, tant que nous le considérons comme normal, nous restons prisonniers. Mais une fois que le mécanisme est révélé, une question s'impose. Comment sortir de ce cercle? Comment retrouver une forme de liberté intérieure dans un monde conçu pour nous détourner de nous-mêmes? C'est ce que nous allons explorer dans le prochain bloc. Le chemin de sortie. Face à ces diagnostics sombres, une question se pose. Existe-t-il une échappatoire? Pouvons-nous réellement retrouver une forme de liberté intérieure dans un monde qui semble avoir été conçu pour nous distraire, nous fragmenter, nous épuiser? La réponse n'est pas simple, mais elle existe. Et elle commence souvent là où nous n'osons plus aller, dans le silence, dans la solitude, dans la lenteur, dans la présence. Le silence est aujourd'hui l'un des actes les plus révolutionnaires que nous puissions poser. Nous avons appris à le fuir, à le considérer comme un vide menaçant. Pourtant, il est l'espace où l'esprit peut enfin se reposer, où nos pensées cessent de s'agiter inutilement pour retrouver leur clarté. Passer quelques minutes sans musique, sans notification, sans écran, peut sembler insupportable au début. C'est normal. C'est le sevrage après des années de stimulation continue. Mais derrière ce malaise initial se trouve une puissance insoupçonnée, la possibilité de se reconnecter à soi, de sentir à nouveau son souffle, d'entendre ses propres émotions. Vient ensuite la solitude. Elle aussi a été diabolisée. Nous l'associons à l'abandon, à l'isolement, alors qu'elle est une condition fondamentale pour l'authenticité. Être seul, n'est pas être coupé du monde, c'est se retrouver face à soi-même, sans masque, sans artifice. Dans un monde saturé de regards extérieurs et de mises en scène numériques, la solitude devient un sanctuaire, un lieu où l'on n'a plus besoin de jouer un rôle. Bien sûr, elle peut être inconfortable. Dans le silence de la solitude, surgissent des vérités que nous avons longtemps repoussées. Mais c'est précisément dans cette confrontation que naît la possibilité de transformation. La lenteur est un autre antidote puissant à la maladie de notre époque. Nous sommes conditionnés à courir, à produire, à consommer toujours plus vite. Ralentir paraît presque indécent. Pourtant, c'est dans la lenteur que les choses retrouvent leur saveur. Lire un livre sans se presser, marcher sans but précis, cuisiner en prenant son temps. Ce sont des gestes simples, mais qui ramènent une densité au quotidien. La lenteur nous permet de réapprendre la patience, de sortir du réflexe immédiat pour goûter à nouveau la profondeur de la vie. Enfin, il y a la présence. Être présent, c'est cesser d'habiter ailleurs, dans le futur ou dans les écrans, pour revenir ici et maintenant. C'est écouter vraiment quelqu'un sans penser à autre chose. C'est sentir la texture d'un aliment, la lumière d'un coucher de soleil, la chaleur d'une main dans la vôtre. La présence n'est pas une technique compliquée, c'est un choix, répété, de ramener son attention vers l'instant. Plus nous pratiquons cette présence, plus nous reprenons possession de notre esprit. Ces chemins ne sont pas confortables. Ils nous confrontent à nous-mêmes, à nos blessures, à nos angoisses. Le silence met en lumière que nous fuyons. La solitude révèle que nous cachons. La lenteur brise l'illusion de la productivité constante. La présence exige que nous regardions la réalité en face, sans filtre, sans distraction. Mais c'est précisément cette difficulté qui en fait leur force. Parce qu'à travers elle, nous cessons d'être des spectateurs passifs et nous redevenons des acteurs conscients de notre existence. Il ne s'agit pas de se couper totalement du monde moderne, ni de rejeter la technologie. Il s'agit d'apprendre à créer des espaces protégés, des moments sacrés où le système ne peut pas entrer. Cela peut commencer modestement, 10 minutes par jour sans écran, une marche sans téléphone, un repas partagé sans notification. De petites révolutions qui, accumulées, finissent par desserrer l'étau du conditionnement collectif. En retrouvant le silence, la solitude, la lenteur et la présence, nous redécouvrons quelque chose d'essentiel, la liberté intérieure. Une liberté que rien ni personne ne peut acheter, car elle ne dépend pas de l'extérieur, mais de la capacité à habiter pleinement son propre être. C'est retour à soi qui permet de résister à la contagion de la distraction et de la stupidité normalisée. Et vous, êtes-vous prêt à essayer, à créer, même pour un instant, un espace qui vous appartient vraiment, loin du bruit et des chaînes invisibles? Ce geste simple, mais puissant, sont les premiers pas vers une reconquête de vous-même. Si ces idées résonnent en vous, laissez un like dès maintenant. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de dire que vous aussi,
vous choisissez de reprendre possession de votre attention. Si nous refusons de changer, si nous continuons à vivre comme si cette anesthésie permanente était normale, alors il faut avoir le courage de regarder le prix à payer. Et ce prix est immense. Il ne se compte pas seulement en heures perdues, mais en vies entières, passées à côté d'elles-mêmes. Car la première conséquence, c'est la vie mécanique. Les jours se ressemblent, rythmés par les mêmes gestes, les mêmes réflexes, les mêmes écrans. On se lève, on travaille, on consomme, on se distrait, on dort, et le cycle recommence. C'est une existence qui avance en pilote automatique, où l'on ne vit plus vraiment, mais où l'on fonctionne, comme une machine bien programmée, obéissant à des impulsions extérieures sans jamais se demander « est-ce que c'est moi qui choisis ?» Cette vie mécanique entraîne inévitablement une perte d'authenticité. À force de courir après CE que les autres attendent, après CE que les tendances imposent, nous finissons par oublier notre voix intérieure. Nous devenons des copies conformes, interchangeables, répétant les mêmes opinions, les mêmes désirs fabriqués, les mêmes comportements de masse. La singularité de chacun s'efface derrière le masque collectif, et avec elle disparaît cette étincelle unique qui faisait de nous des êtres vivants, créateurs, capables de sens. Le troisième prix à payer, c'est le vide existentiel. Ce moment où, malgré le confort matériel, malgré les écrans, malgré l'abondance d'options, une question lancinante surgit. Tout ça pourquoi ? C'est une question que beaucoup préfèrent enfouir sous plus de distraction, plus de consommation, plus d'agitation. Mais elle finit toujours par revenir, plus forte, plus douloureuse, révélant l'absence de fondation intérieure. Et ce vide, s'il n'est pas affronté, peut se transformer en fatigue profonde, en désespoir discret, en perte de goût pour la vie. Ne pas changer, c'est accepter une routine confortable, mais vide. C'est se contenter d'une existence sans risque, sans profondeur, où l'on survit plutôt qu'on ne vit. C'est préférer la chaleur rassurante de l'habitude à l'inconfort de la liberté. Beaucoup choisissent ce chemin, croyant éviter la souffrance, mais en réalité, ils ne font que la reporter, jusqu'au jour où elle devient insupportable. Et il y a encore un danger plus grand, celui de laisser les autres décider à notre place. Car un esprit distrait, un esprit anesthésié, est un esprit manipulable. Si vous ne choisissez pas CE que vous pensez, CE que vous désirez, CE que vous croyez, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Les systèmes, les algorithmes, les idéologies, les pouvoirs économiques ou politiques se chargeront de remplir CE vides. Et vous aurez l'illusion de vivre libre, alors que vos choix ne seront que des réponses conditionnées. Voilà le vrai prix de l'inaction. Une vie qui s'écoule sans jamais avoir été vécue pleinement. Une vie où l'on passe à côté de soi-même, sans même s'en rendre compte. Et il faut oser le dire clairement. Si vous ne décidez pas par vous-même, alors quelqu'un a déjà décidé pour vous. Après avoir vu la gravité de CE qui est en jeu, il est facile de tomber dans la peur ou dans le découragement. Mais CE n'est pas le but, car la véritable force de cette prise de conscience, c'est qu'elle nous rend à nouveau responsables. La société peut conditionner, manipuler, distraire, mais il existe un espace en vous qu'aucun algorithme, qu'aucun système, qu'aucun écran ne peut contrôler. Cet espace, c'est votre choix intérieur. Le changement ne commence pas par des révolutions extérieures, mais par une décision intime, presque silencieuse, celle de ne plus vivre endormi. Tant que vous croyez que tout le monde fait pareil, ou que c'est impossible de résister, vous restez prisonnier. Mais le jour où vous dites « je choisis de me réveiller, je choisis de reprendre possession de moi-même », ce jour-là, une brèche s'ouvre dans le mur. Il ne s'agit pas de transformer votre vie du jour au lendemain, ni de vous couper du monde moderne. Il s'agit d'un pas après l'autre, un instant de silence, un moment de solitude, un geste conscient au milieu du chaos. Chaque petit choix, répété, devient une déclaration de liberté. Et bientôt, vous découvrez que la liberté n'était pas à l'extérieur, mais qu'elle commençait à l'intérieur de vous. Alors souvenez-vous, vous avez ce pouvoir. Vous pouvez décider de ne plus être spectateur, mais acteur de votre propre vie. Vous pouvez choisir de ne pas céder à l'inertie, mais d'oser le réveil. Parce que le premier pas de la liberté n'est pas de crier contre le monde. Le premier pas de la liberté, c'est de vous dire à vous-même « je m'éveille ».
Le silence n'est pas vide. Il est comme une terre fertile qui attend de recevoir une graine. Et dans silence, il y a toujours une étincelle prête à s'allumer, une flamme qui sommeille en chacun de nous. Mais cette flamme ne peut s'éveiller que si nous cessons de nous perdre dans le bruit, dans l'agitation, dans cette course insensée où l'on confond distraction et vie. Que nous avons exploré ensemble n'est pas une théorie abstraite, mais le dilemme de notre époque. Rester endormi dans le confort d'une routine creuse, ou oser se réveiller et retrouver une présence vivante. D'un côté, la société du vide, où l'on se laisse anesthésier jusqu'à oublier qui l'on estimait être de l'autre. Le courage de reprendre possession de son esprit, même si cela commence dans la solitude, même si cela exige d'affronter que l'on fuyait depuis longtemps. Le choix est entre vos mains, et il n'a rien de spectaculaire. Il commence dans un souffle, dans un regard lucide, dans une décision intime. Et ce choix peut tout changer, parce qu'il rallume en vous cette petite flamme qui, malgré tout, n'a jamais cessé de brûler. Alors souvenez-vous, le monde extérieur peut vous distraire, mais il ne peut pas vous éteindre. Le réveil commence toujours à l'intérieur. Si message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et considérez l'idée de soutenir Travail avec un super thanks. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager CES réflexions qui éveillent les consciences.